l'occasion de parler d'une thématique qui est aussi importante que la stéatose hépatique, qui est la stratégie de prophylaxie de la gastrotoxicité des ANS. Alors, je sais que vous êtes en phase postprandiale et qu'on va profiter pour faire un cas clinique pour un peu détendre l'atmosphère. Donc, patient qui a 67 ans, qui a 72 kg, taille 186 cm, qui a un antécédent de tabagisme à 20 paquets années, qui a un pyrosis intermittent depuis 5 ans, naproxène depuis 10 mois pour une histoire d'arthrose et qui est prescrite par un médecin. Et puis, il a un antécédent d'ulcère gastro-duodénal rapporté, et il n'a pas de compte-rendu d'endoscopie, et donc il vient, il vous dit qu'il a fait une fibroscopie, on lui a dit qu'il avait un ulcère. Et il vient pour des douleurs à type de brûlure épigastrique depuis 4 mois, non aggravées en position couchée, et l'examen clinique est normal. Donc, ma question déjà, quels sont les facteurs de gastrotoxicité chez ce patient? La gastrotoxicité aux ANS chez ce patient, les facteurs de risque, âge plus de 60 ans, son reflux gastro-œsophagien dont il souffre depuis 10 ans, les antécédents d'ulcères hémorragiques, la prise d'aspirine concomitante ou le sexe masculin. Alors, il est très important de connaître les facteurs de risque parce que vous allez voir que dans la stratégie de prophylaxie, en fait, il faut stratifier les risques. Il faut dire que ce patient, il est à risque moyen, il est à risque élevé, il n'a pas de facteur de risque. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire quelle est la conduite ultérieure. Donc, la première chose à avoir en tête, c'est la stratification des risques. Et donc, je vous pose la question, qu'est-ce qui met ce patient comme ayant facteur de risque? Est-ce que c'est l'âge plus de 60 ans? Est-ce que le fait d'avoir un reflux antérieur? Alors, à main levée, ça serait plus facile. Alors, âge plus de 60 ans? Alors, main levée, s'il vous plaît, que je vois un peu. D'accord? La majorité. Reflux gastro-œsophagien? D'accord. Antécédent d'ulcère hémorragique? D'accord. Bon, ça, c'est quasiment l'unanimité. Prise d'aspirine concomitante aux ANS, oui. Sexe masculin? D'accord, si je vous dis tabac? D'accord, très bien. Donc, j'ai bien fait de poser la question. Alors, c'est juste pour vous rappeler un peu la physiopathologie en fait, des effets secondaires sur la muqueuse gastrique des anti-inflammatoires. Quand vous donnez des anti-inflammatoires, soit que vous donnez des anti-inflammatoires qui atteignent le COX-1 et le COX-2, et là, vous allez avoir les lésions gastro-duodénaux. Et quand vous donnez des anti-COX-2, ben, vous avez moins de lésions gastriques. Alors, en fait, quand vous donnez des anti-inflammatoires, en fait, vous inhibez la sécrétion de prostaglandines, et ces prostaglandines font qu'il y a moins de sécrétion de mucus. Il y a des troubles de la microcirculation, et en plus, vous avez des anomalies de la jonction serrée entre les cellules gastriques. Et donc, il y a un passage de la bile et des LPS, des liposaccharides bactériens, au niveau de la sous-muqueuse, et donc ça va créer un état inflammatoire, des érosions, voire des ulcérations. Et quand il dit ulcère gastrique, dit risque de perforation et d'hémorragie. Et je vous rappelle que l'hémorragie digestive sur ulcère, c'est en fait 10% de mortalité. Donc c'est quelque chose qu'on induit par nos prescriptions et qui peut être fatal. Et c'est pour ça qu'il est important de stratifier les risques et de prévenir la survenue de ces problèmes-là. En plus, nous, au Maroc, non seulement on a une prescription d'ANS qui est très importante, mais on a une prévalence d'une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori, qui est très fréquente. Et vous savez, c'est l'infection la plus fréquente dans le monde. Et au Maroc, on est aux alentours de 70 à 80% chez les patients asymptomatiques. On prenait les patients qui sont dyspepsiques, on est aux alentours de 90% de patients qui ont un HP positif. Et cet HP-là, il a un effet synergique avec les ANS. En fait, ça va de pair. Donc, vous avez en plus une diminution plus du mucus et vous avez une augmentation de la gastrine avec une hypersécrétion acide, ce qui va aggraver les érosions et l'ulcération. Alors, sur le plan épidémiologique, la prise d'ANS, c'est très fréquent. Ça fait partie des top 5 des prescriptions dans le monde. Et si vous voyez, par exemple, les prescriptions aux États-Unis, c'est quasiment 5 à 10 milliards de dollars, quasiment le 1/10 du PIB du Maroc. Donc, c'est vraiment une classe qui est très, très prescrite, parce qu'elle est prescrite par les rhumatologues, les internistes, les médecins de famille. Et une étude a démontré que 30 à 35% des patients aux États-Unis, ils ont pris des anti-inflammatoires lors de la dernière année. Et ça, c'est quelque chose de très important.
Alors, je vous ai déjà parlé de l'épidémiologie de l'Helicobacter pylori, parce qu'on ne peut pas parler des ANS sans parler de l'Helicobacter pylori, parce qu'ils vont de pair. Quand vous avez l'Helicobacter pylori, c'est un facteur d'agression gastrique en plus que les ANS. Alors, pour répondre à la question pour laquelle je vous ai fait voter, en fait, il y a deux recommandations. Il y a la recommandation américaine de 2009, il y a une recommandation internationale de 2018, et les deux disent que quand vous avez un âge qui est élevé, alors les Américains disent plus de 65 ans, le groupe international dit c'est 60 ans, et quand vous avez une association à d'autres traitements, c'est-à-dire quand vous prenez et des ANS et des anticoagulants, ou des corticoïdes, ou deux ANS, donc ça c'est des facteurs de risque. Quand vous prenez des ANS et des corticoïdes, ou des ANS et de l'aspirine, c'est un facteur de risque, en plus de la maladie cardiovasculaire. Ça, c'est les recommandations du groupe international. Et il dit c'est l'âge de plus de 60 ans. Quand vous avez un antécédent d'ulcère peptique, qu'il soit compliqué ou pas, mais quand il y a une complication, et vous avez voté tous pour l'ulcère hémorragique, c'est un facteur de risque, d'accord? Et vous avez des facteurs qui sont évitables. C'est la coprescription avec, par exemple, d'autres anti-inflammatoires, les corticoïdes, les anticoagulants et les antiplaquettaires. D'accord? Donc ça, c'est les facteurs de risque. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le reflux, parce qu'une majorité a répondu au reflux, c'est un facteur de risque de la gastropathie ANS. Non, ce n'est pas un facteur de risque. Et le tabagisme non plus. Donc l'âge, c'est quelque chose de très important. À partir de 60 ans, on peut se dire que c'est un patient qui est à haut risque. Alors, quelque chose de très important pour les anti-inflammatoires est leur toxicité sur l'estomac. En fait, on n'attend pas d'avoir les symptômes. Ce n'est pas un reflux. On ne va pas traiter en fonction du pyrosis ou de la dyspepsie. On fait des stratégies de prophylaxie. D'accord? Pourquoi? Parce que les lésions qui sont dues aux ANS, elles sont souvent sans manifestation clinique. Et regardez ici, 50% qui vont faire des complications, ils n'avaient pas de symptômes. Quelqu'un qui vient pour une hémorragie digestive suite à la prise d'ANS, dans la moitié des cas, quand vous lui posez la question, il n'avait pas de douleur épigastrique avant. Et donc, on ne peut pas donner des anti-inflammatoires, attendre les symptômes et donner un traitement, on va voir, changer pour les anti-COX-2 ou donner des IPP. Donc, il faut faire une stratégie de prophylaxie. Mais si jamais vous avez quelqu'un qui a pris des ANS sans prophylaxie et qui vient vous voir pour une histoire de dyspepsie, ben vous lui mettez les mêmes critères pour l'endoscopie. Ça veut dire quelqu'un qui a une dyspepsie, qui prend des ANS et qui a plus de 50 ans, mais il faut vérifier est-ce que c'est juste une gastropathie aux ANS ou c'est autre chose. Il faudrait voir s'il a des signes d'alarme, la dysphagie, l'anémie, l'amaigrissement, l'altération d'état général, c'est des choses qu'il faudrait pousser pour poser l'indication de la fibroscopie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est une attitude qui est prophylactique. Il ne faut pas attendre les symptômes. D'accord? Alors, quelle stratégie de prophylaxie contre la gastrotoxicité aux ANS? Alors, le premier pilier, et c'est quelque chose de modifiable, c'est d'aller chercher ce facteur qui est aggravant, qui est l'Helicobacter pylori, et l'éradiquer. D'accord? Donc, on va traiter, on va rechercher de façon systématique. Quand on a la possibilité de le faire, il faut le faire. Et quand vous avez, alors on va démonter le dogme de prise d'ANS au long cours, parce que vous allez voir qu'on peut avoir des hémorragies digestives très tôt dans l'évolution et dans l'histoire naturelle de la prise d'ANS. On peut avoir de l'hémorragie à la première, deuxième semaine. Donc, dès que vous avez une prise d'ANS qui risque de se répéter, cherchez l'Helicobacter pylori et éradiquez-le. Ça, c'est l'indication du groupe international. Et le groupe américain, l'ACG, l'American College of Gastroenterology, dit la même chose. Recherchez l'Helicobacter pylori et traitez-le. Alors, ce n'est pas nouveau, ça fait partie des indications de la recherche d'Helicobacter pylori. Bien sûr, quand vous avez quelqu'un qui prend des ANS ou de l'aspirine faible, et je fais ici un clin d'œil à mon ami professeur Alami, parce que souvent nos amis cardio ne sont pas très regardants sur l'HP, ils ont d'autres pathologies souvent beaucoup plus graves à traiter, et on voit des patients qui saignent à cause de la prise d'ANS ou d'aspirine. Alors si vous avez l'ANS et l'aspirine, c'est encore un facteur aggravant. D'accord?
Et quand vous avez donc les indications de recherche de l'HP, c'est la prise d'ANS et d'aspirine et la prévention des ulcères avant de démarrer un traitement par ANS. Regardez ce qu'ils disent, particulièrement en cas de traitement prolongé. Ça veut dire pas exclusivement en cas de traitement prolongé. C'est-à-dire même si vous allez donner un traitement pendant 15 jours, c'est une très bonne occasion de rechercher l'Helicobacter pylori et de s'en débarrasser. D'accord? Alors bien sûr, je fais le rappel de comment on éradique l'Helicobacter pylori. On vous a toujours dit qu'on peut éradiquer avec 2 protocoles, quadrithérapie concomitante de 14 jours ou quadrithérapie avec bismuth pendant 10 jours. Le séquentiel n'a plus aucune place. Alors les doses, je pense que vous connaissez très bien. Donc amoxicilline 1 g, clarithromycine 500 mg matin et soir, métronidazole 500 mg matin et soir, ou le Pilera, 3 gélules 4 fois par jour, et pas 4 gélules 3 fois par jour, c'est 3 gélules 4 fois par jour, d'accord, après le repas, du matin, midi, soir et au coucher, avec un grand verre d'eau. Et puis, bien sûr, des IPP à double dose. Ça a changé, pourquoi? Parce qu'on a des taux de résistance qui sont énormes au Maroc. Alors ça, c'est une étude qui a été faite au Maroc. Regardez la résistance à la clarithromycine pour l'Helicobacter pylori. On est en train de rédiger un référentiel sur la prise en charge d'Helicobacter pylori au niveau maghrébin, et les chiffres sont pareils, que ce soit en Tunisie ou que ce soit en Algérie. On a une résistance à la clarithromycine à 28%. La résistance au métronidazole, c'est 40%. D'accord? Et la résistance à l'amoxicilline, heureusement, c'est à 0%. Et c'est un fléau qui est mondial. Vous avez quasiment 50% des HP dans le monde sont résistants à la clarithromycine et quasiment 50% est résistant au métronidazole. Ce qui a fait bouger les lignes au niveau du référentiel de Maastricht 6. Alors, il vient d'être publié en 2022 et ils disent que à chaque fois qu'on a la possibilité de faire un test de résistance pour l'HP, il faut le faire. Alors, test de résistance, comment on va le faire? Il faut faire une fibro avec biopsie et on peut faire une PCR qui prouve qu'il y a HP et une PCR qui dit est-ce qu'il y a une résistance à la clarithromycine ou pas. Donc, on peut le faire. On peut même le faire dans les selles. C'est une technique qui est en train d'être validée, qui est en train d'être instaurée au Maroc. Mais ce qui est sûr, ce qu'on a actuellement, c'est la biopsie avec la recherche de la résistance à la clarithromycine. Si on ne peut pas faire ça, ici, parce que c'est coûteux de faire une fibroscopie et une recherche de résistance par PCR, les recommandations, ils disent qu'il faut privilégier le bismuthé, et si ça ne marche pas, on va donner du lévofloxacine. D'accord? Alors, si on a un problème avec le bismuthé d'hypersensibilité, à ce moment-là, on donnera une quadrithérapie concomitante. Alors, venons-en à la stratification. Comment on va... Ça, c'est la diapo la plus importante. Quand vous voulez démarrer des ANS, posez-vous la question, mon patient, il est où? Est-ce qu'il est à haut risque? Et il suffit d'avoir une histoire d'ulcère compliqué, que ce soit par hémorragie ou par perforation, on est dans le cas supérieur. Donc, on est dans le haut risque. Ou on a 2 facteurs de risque. Alors, quels sont ces facteurs de risque? Âge de plus de 65 ans. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous allez prescrire dorénavant un ANS chez quelqu'un qui a plus de 65 ans, rappelez-vous qu'il est dans le groupe à risque intermédiaire. Si vous avez une dose élevée d'anti-inflammatoires ou 2 anti-inflammatoires, une histoire d'ulcère mais non compliquée, quelqu'un qui a fait un ulcère, n'a pas fait d'hémorragie, n'a pas fait de perforation, ou l'utilisation concomitante d'aspirine, de corticoïdes ou d'anticoagulants. Donc ça, si vous avez 2 facteurs, vous êtes dans le haut risque. Vous avez un seul facteur, vous êtes dans le risque intermédiaire. Ça veut dire que tous les patients qui sont au-delà de 65 ans, ils sont à risque intermédiaire. Et si vous avez 0 risque, vous êtes dans le risque bas. Alors bien sûr, l'HP est un facteur, tant que vous n'avez pas éradiqué l'HP, vous avez déjà un point. C'est un facteur de risque indépendant et additif. Donc quelqu'un qui vient vous voir, vous le mettez sous ANS, vous ne vérifiez pas qu'il a un HP ou pas, vous êtes déjà dans le risque intermédiaire parce que à 80%, il a un HP qui est positif. Alors, je reviens à mon cas clinique. Le monsieur qui a 67 ans, maintenant ça paraît évident que c'est quelqu'un qui est dans le risque au moins intermédiaire. Très bien.
Alors, quelle serait votre attitude maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ces risques? On stratifie, on veut en faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? Ajouter le zéméprazole simple dose à la demande. Est-ce que vous allez switcher un anti-COX-2? Est-ce que vous allez ajouter de l'oméprazole 20 mg au long cours? Est-ce que vous allez faire un traitement intermittent par IPP? Ou vous allez switcher un anti-COX-2 sans IPP? Qu'est-ce que vous allez faire? On fait voter. Ajouter le zéméprazole simple dose à la demande. À la demande. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que donner des IPP à la demande peut se faire dans une situation? Oui, ceux qui sont, oui, au cours du reflux non érosif, on peut le donner, mais pas en prophylaxie des ANS. D'accord? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de symptômes. Les gens qui vont se compliquer, 50%, ils n'ont aucun symptôme. La première déclaration clinique, ça va être soit une perforation, soit une hémorragie digestive. Donc, on ne peut pas donner en fonction des symptômes. D'accord? Switcher un anti-COX-2 avec IPP. D'accord? Ajouter un oméprazole 20 mg au long cours. Non? Pourquoi? Le long cours? C'est le long cours. Très bien. Donc, voilà. Moi, j'ai plus de réticence par les médecins que par les malades pour mettre des IPP au long cours, et on va voir que, en fait, quand il y a indication, il y a une safety qui est quasiment parfaite des IPP. Vous allez voir, il y a des études qui sont anciennes. Maintenant, on a des études prospectives randomisées qui prouvent qu'il n'y a pas de risque à mettre quelqu'un sous IPP au long cours quand il y a bien sûr indication. D'accord? La seule contre-indication, c'est de ne pas avoir une bonne indication. D'accord? Alors ça, c'est une étude que j'ai mise pour démonter le dogme hémorragie digestive sous ANS, il faut que ça soit au long cours. Ça, c'est une très belle étude qui a été publiée en 2017. C'est une étude prospective. Ils ont inclus 3785 cas d'hémorragie digestive liés à l'ulcère, dont 1270 qui ont été sous ANS. Regardez quand est-ce qu'ils enseignaient ces patients-là. Les 2/3, ils enseignaient à moins de 1 mois. D'accord? Parce que les gens, parfois, ils disent, ça va, j'ai prescrit des ANS pendant 2 semaines, rien ne va se passer. En fait, la majorité des hémorragies se passent pendant le premier mois. D'accord? Donc, 66% moins de 1 mois, entre 2 et 12 mois, 12%, et plus d'1 an, 22%. Donc, le maximum d'hémorragie, donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors, est-ce que ça sert de rajouter des IPP aux anti-inflammatoires, que ce soit des anti-inflammatoires, des ANS classiques ou des anti-COX-2? On a 2 études prospectives, double aveugle, très bonne qualité, multicentrique, contrôlée. C'est une étude qui s'appelle Vénus et une étude qui s'appelle Pluto, qui ont inclus 844 patients pour l'étude Vénus qui s'est déroulée aux États-Unis et 585 dans l'étude internationale qui s'appelle Pluto. Ils ont randomisé, ils ont donné 3 bras. En fait, 20 mg de zéméprazole, 40 mg de zéméprazole et un placebo. Et ils ont fait des fibros. D'accord? Et regardez, à 6 mois, vous avez 20% des patients qui étaient sous placebo et qui prenaient des ANS ont développé des ulcères. 20%. C'est énorme. Et les patients qui n'ont pas, qui ont eu de zéméprazole, que ce soit à 20 ou à 40, ils étaient à moins de 2-3%. D'accord? Donc, il y a un effet de protection par les IPP. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre 20 et 40 mg de zéméprazole, et c'est pour ça que l'AMM a été donnée pour le 20 mg et non pour le 40 mg. Là, ici, vous avez une très belle méta-analyse qui inclut 82 essais avec 125 000 patients. En fait, on a donné des anti-inflammatoires et on a vu le risque d'avoir des complications. Alors, regardez. Quand vous avez des anti-inflammatoires sans IPP, vous avez 6 fois plus de risque d'avoir des complications. Ça veut dire une hémorragie digestive, une perforation ou un ulcère, c'est 6 fois plus. D'accord? Que la population générale. Si vous donnez des anti-COX-2, c'est entre 2 et 2,5. D'accord? Mais quand vous rajoutez des IPP aux anti-inflammatoires, ce risque-là devient pareil, quasiment pareil à des anti-COX-2. Donc, si vous donnez des IPP avec des ANS classiques, ça rejoint le même risque que les anti-COX-2. Les anti-COX-2, c'est 2 fois plus que la population générale. Mais qu'est-ce qui arrive si vous donnez des IPP plus des anti-COX-2? Vous tombez dans le risque 1, qui est celui de la population générale. Donc, quand vous avez un malade à très haut risque, vous ne voulez absolument pas prendre le risque
de saignement, ben, c'est les anti-COX-2 plus les IPP qu'il faut donner parce que ça rejoint le risque de la population générale. Et ça a été prouvé dans cette étude-là. C'est une étude prospective randomisée double aveugle. 441 patients qui sont suivis pour arthrose et qui prennent des anti-inflammatoires, anti-COX-2. Donc, ils ont été randomisés 137 patients dans le bras eséméprazole, 136 patients dans le groupe placebo. Ils ont été suivis pendant 12 mois et on a vu est-ce qu'ils vont ressaigner. C'est des patients qui ont saigné. On a donné des anti-COX-2 plus ou moins IPP. IPP dans le groupe thérapeutique et placebo dans le groupe contrôle. Et regardez, dans le groupe IPP, ben, il y a eu 0% de risque d'hémorragie. Donc, il n'y a pas eu de rechute d'hémorragie. D'accord? Par contre, ceux à qui on a donné un placebo, ben, ils avaient 9% de risque de saignement, de ressaignement. Et comme vous le savez, un saignement, une hémorragie digestive, je vous ai dit, c'est 10% de mortalité. Donc, ces patients-là qui sont à très haut risque, vaut mieux les mettre sous anti-COX-2 plus IPP. Donc, si on revient à la stratification, regardez, ça c'est la diapo la plus importante. Alors, quand vous avez un patient qui est à bas risque, d'accord, qui ne prend pas d'aspirine, parce qu'il y a les patients qui prennent de l'aspirine et ceux qui ne prennent pas de l'aspirine, d'accord? Donc, il est à bas risque, il ne prend pas de l'aspirine, vous pouvez donner des anti-inflammatoires sans IPP, d'accord? Ceux qui sont à risque modéré, on a vu que l'âge, seulement l'âge, met les patients dans ce groupe-là, il faut absolument mettre des IPP. Le misoprostol, moi je vous invite à l'oublier, d'accord? On n'a pas, et il y a beaucoup de problèmes avec. Donc c'est les IPP avec les anti-inflammatoires à partir d'un seul facteur de risque, parce qu'un seul facteur de risque vous met automatiquement dans ce groupe-là. Quand vous avez un groupe de patients à très haut risque, à ce moment-là, vous pouvez changer par des anti-COX-2 plus IPP. D'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, si vous avez de l'aspirine, quelqu'un qui prend des anti-inflammatoires, qui a une maladie cardiovasculaire qui nécessite la prise d'aspirine, ben dès le départ, vous mettez des IPP et vous donnez l'anti-inflammatoire qui donne le moins de lésions gastriques, c'est le naproxène. Ça a été prouvé dans les études, donc c'est ce qu'il faut donner. D'accord? Ça, c'est les mêmes recommandations pour le groupe international. À chaque fois que vous avez un seul facteur de risque, vous devez mettre votre patient sous IPP au long cours. Alors, qu'est-ce qui fait le mieux en termes de contrôle des sécrétions? Là, c'est une étude qui a été faite avec la pH-métrie. Et en fait, l'eséméprazole fait beaucoup mieux. Eséméprazole 40 mg fait mieux que le lansoprazole 30 mg et le pantoprazole 40 mg en termes de contrôle de la sécrétion. Vous avez plus de temps au niveau de l'œsophage avec un pH au-delà de 4. Alors, pour revenir à la réticence des médecins et des patients parfois qui lisent un peu sur Internet, qui disent que voilà, on ne peut pas donner, moi je vais prendre des anti-inflammatoires à très long terme, on ne risque pas d'arrêter les anti-inflammatoires, je ne peux pas prendre des IPP au long cours. Et si vous voyez ici, déjà sur les écrits de 2017, on dit que voilà, quand on a une prise d'ANS au long cours, c'est une indication validée d'utilisation des IPP au long cours. Donc on peut donner ça quand on a une prise d'ANS au long cours. Alors, en fait, les gens ils sont réticents parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y a un surrisque, qu'on appelle des odds ratios qui sont élevés pour plein de pathologies. Alors, vous avez des odds ratios ici, regardez, par exemple, les polypes phendiques, un odds ratio de 2, déficit en vitamine P12, 1,65. Alors, si vous regardez en vertical, tous les chiffres sont en dessous de 3, en dehors de l'odds ratio de la néphrite interstitielle. La néphrite interstitielle est un vrai risque au cours de la prise, au long cours des IPP, mais c'est une néphrite qui est réversible. D'accord? Qu'est-ce que disent les Américains? Quand vous avez un odds ratio en dessous de 3, chose qu'on a ici, tous les odds ratios pour toutes les supposées complications, parce que c'est des études qui sont faites de façon rétrospective, c'est des études de cohorte, donc on peut se tromper. Ils disent que si on est entre 0,33 et 3, on ne peut pas prendre de décision. On n'est pas sûr que c'est lié à la prise d'IPP. En plus, on a eu 2 grandes études, l'étude Lotus et Sopran, 2 études prospectives où ils ont pris des patients qui devaient être opérés pour un reflux sévère
et ceux qui ont refusé de le faire, et on leur a donné des IPP au long cours. Alors, étude Sopran, on a donné de l'oméprazole 20 à 40 mg pendant 5 ans. L'étude Lotus, on a donné de l'osoméprazole 20 à 40 mg pendant 12 ans. Et on a comparé tous les paramètres, même les paramètres les plus absurdes. Est-ce qu'il a fait une fracture? Est-ce qu'il a fait un AVC? Des choses qui n'ont rien à voir, et il n'y a absolument rien. Déjà pour ce qu'on sait, la vitamine B12, le calcium, les transaminases, mais aussi toutes les autres complications qui pourraient passer en dessous des radars. Donc il n'y a pas de problème à donner des IPP au long cours. Et d'ailleurs, les recommandations américaines de 2017 disent que on peut donner des IPP au long cours sans faire des dosages de calcium, de magnésium ou de fer. D'accord? Donc ça, c'est déjà les recommandations de 2017. Et les nouvelles recommandations de 2022 disent, pour les patients qui ont un reflux, on doit absolument, dès la première consultation, expliquer au patient qu'il va très probablement avoir des IPP au long cours et qu'il y a une safety qui est parfaite pour les IPP dans cette indication. Bien sûr, la seule contre-indication, c'est de ne pas avoir d'indication. D'accord? Alors ça, c'est une... Alors j'ai deux diapositives. Alors ça, c'est une très belle étude, alors que je voudrais partager avec vous, parce que tout le monde connaît un peu les stratégies de prophylaxie, mais est-ce qu'elles sont suivies? Ça, c'est une étude qui a été faite en Malaisie. 409 patients, on a vu leurs facteurs de risque. Et regardez ici, il y a 28 patients qui n'ont aucun facteur de risque, 134 patients qui ont un seul facteur de risque, 32 qui ont 2 facteurs de risque, 11 qui ont 3 facteurs de risque et un patient qui a 4 facteurs de risque. Et regardez ici, en fait, 40% des patients qui n'avaient pas de facteur de risque, ils ont reçu une prophylaxie. A contrario, 30% des patients qui devaient avoir une prophylaxie ne l'ont pas eu. Donc, en gros, on ne suit pas très bien les recommandations. Moi, je ferai la même étude ici avec mes amis internistes et rhumatos. Mais en gros, il faudrait en fait suivre les recommandations pour protéger nos patients vis-à-vis de l'hémorragie digestive. Alors, en conclusion, la prescription des ANS, c'est une situation qui est fréquente. Alors, premier pilier, rechercher et éradiquer l'Helicobacter pylori. Deuxième pilier, stratifier le risque, et je vous ai donné la diapositive qui est importante pour stratifier le risque, dire est-ce qu'on est en bas, intermédiaire ou on est à risque élevé, et donner des IPP ou changer carrément les ANS en anti-COX-2 en fonction du niveau de risque. Et quand les IPP sont indiqués, il n'y a pas de problème de safety dans cette pathologie, et je vous remercie.